Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, un visage, celui de Vladimir Poutine. Oui, le toxique monsieur Poutine, titre l'Opinion. Espion empoisonné, la guerre froide n'est pas finie, ajoute le Parisien, qui publie même une tribune du ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson. L'État russe a procédé à une tentative d'assassinat, dit-il, et l'inquiétante vérité, c'est que ce qui s'est passé à Salisbury aurait pu se produire n'importe où. L'affaire du poison, donc, qui empoisonne la présidentielle russe, écrit Le Figaro, même si tout le monde n'est pas de cet avis, puisque l'Humanité, qui fait également sa une sur Poutine, nous dit que ce sur quoi le président sortant est attendu pour son élection, eh bien, c'est la question sociale. Autre point de vue, cette fois dans Les Échos, le problème de l'abstention, ce que confirme également La Croix, avec un reportage à Nijni Novgorod, 5e ville du pays, à la rencontre des jeunes. Ils n'ont connu que Poutine, titre le journal, mais d'après un sondage, 55% de ces 18-25 ans disent avoir confiance en lui parce qu'il a restauré l'ordre dans le pays, explique Xenia, 20 ans, parce qu'il est comme nous, il est simple, ajoute Alona, 25 ans, parce qu'il a rendu notre armée puissante, précise un autre. Mais ce qui se dégage du reportage d'Olivier Thalès, eh bien, c'est surtout l'indifférence de la jeunesse, à l'image de Nikita, Michael et Alexandre. Ça n'a pas de sens de se déplacer pour voter, disent-ils. Ce scrutin est un non-événement. Et puis, il y a trop de corruption aussi à tous les échelons, ajoute un autre. Des jeunes qui, pour la plupart, ne suivent pas la campagne, comme Tatiana, consultante et blogueuse. Moi, je vis, j'avance, je n'attends rien de l'État, dit-elle. Poutine, je le respecte parce qu'il faut bien un leader fort pour ce pays, mais 18 ans au pouvoir, c'est trop. Un risque d'abstention contre lequel le parti de Vladimir Poutine multiplie les parades. Des iPhones à gagner pour ceux qui feront le meilleur selfie dans l'isoloir, des places de concert ou encore des produits ménagers à prix discount. Voilà, reportage dans une Russie politiquement blasée, à lire donc dans La Croix. L'autre titre qui occupe beaucoup de une, ce sont les manifestations d'hier. Oui, la presse nationale se focalise sur la Russie. Les quotidiens régionaux, eux, comptent leurs manifestants, retraités et personnels des EHPAD, en une donc de Ouest France, la Dépêche du Midi, la Marseillaise, l'Éclair des Pyrénées ou encore l'Est républicain. 160 défilés, plusieurs dizaines de milliers de personnes battant le pavé. Et entre la CSG, la politique de santé et les étudiants, la mobilisation ne fait que commencer, titre l'Écho de la Haute-Vienne. De quoi contredire, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, la petite phrase du président prononcée hier: « Je ne sens pas de colère dans le pays ». Et puis mobilisation toujours, le magazine Hebdo anticipe, lui, celle des fonctionnaires prévue pour jeudi prochain contre la suppression de 120 000 postes en couverture écoles, tribunaux, hôpitaux. Les citoyens défendent leur service public. Reportage à Carpentras, où le tribunal menacé est pourtant le dernier poumon économique d'une ville désertée. Témoignage aussi de plusieurs maires dans la Nièvre qui se battent pour préserver leurs services d'urgence, ou encore témoignage d'habitants dans l'Allier qui, eux, craignent les fermetures de classes. Portrait d'une France qui a plus que jamais besoin de ses services publics, à lire dans Hebdo. Hebdo qui, c'est Libération qui nous l'apprend sur son site, ne va pas bien du tout. Et même en lutte pour sa survie financière, 2 mois après son lancement, écrit Jérôme Le Filiatre, le magazine est à court de trésorerie. En cause, l'enquête mal ficelée et très critiquée sur la plainte classée sans suite pour viol contre Nicolas Hulot. Rumeur de liquidation judiciaire, de plan social, de cessation de parution. Nous sommes à la croisée des chemins, reconnaît Laurent Beccaria. On explore toutes les pistes pour sauver le journal. Et effectivement, précise Libération, le nombre d'abonnés stagne à 8 000, loin, très loin de l'objectif initial des 70 000 abonnés. Plus grave, l'affaire Hulot a fait fuir un gros investisseur individuel et avec lui une augmentation de capital de 2 millions d'euros. Les crédits bancaires de 4 millions n'ont pas non plus été débloqués. Bref, on n'a pas 6 mois, résume Laurent Beccaria. Ça se compte en semaines. Un papier publié sur le site libération.fr. Enfin, ce vendredi 16 mars, c'est la journée nationale du sommeil, oui. Et l'événement intéresse plusieurs journaux. Et le Populaire du Centre en fait même sa une, Patrick, avec la photo d'une table de nuit qui déborde de somnifères. De son côté, Midi Libre donne la parole aux insomniaques comme Gilbert, gendarme, qui se dit fracassé par les horaires de nuit. Oui, ça peut être horrible. Puis il y a aussi Thierry qui, lui, a carrément peur de mourir en dormant. D'après l'Institut national du sommeil, 30% des Français déclarent souffrir de troubles du sommeil. 73% se réveillent pendant la nuit, nous dit le Parisien. Et 88% des 15-24 ans estiment ne pas dormir suffisamment. C'est grave parce qu'au-delà de la fatigue immédiate, écrit le Parisien, les insomnies provoquent
provoque une irritabilité, une baisse dangereuse de la réactivité et surtout un affaiblissement de l'organisme qui le rend moins résistant aux bactéries. Alors, quelle est la meilleure façon de dormir? Réponse dans le supplément Week-end des Échos. En premier lieu, écrit Claude Vincent, exit les tablettes et les smartphones. Non seulement il est fortement déconseillé de pianoter dans son lit, mais en plus, sachez que même posés en veille sur la table de nuit, eh bien, ils empêchent de déconnecter. D'après les spécialistes, le cerveau reste sur ses gardes. Il attend un SMS ou une notification. Pas de portable avant de se coucher, donc pas d'activité physique non plus. Pas de chauffage trop fort. 18 degrés dans la chambre, c'est bien. 18 ? Oui, voilà, c'est un petit frais, peu hein. frais, mais bon, il paraît que c'est bon pour le corps. Lire des livres, oui, mais pas plus de 10 minutes, préviennent les Échos Week-end, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Manger des aliments faciles à digérer, pas trop gras, ni sucrés, ni salés, et ce 2 ou 3 heures avant de se coucher. Éviter l'alcool, éviter le duo salade-yaourt parce que c'est trop léger, ne pas consommer de café après le déjeuner, boire beaucoup d'eau toute la journée. J'arrête là parce que la liste est épuisante, d'autant que finalement la meilleure façon de dormir, c'est surtout de ne pas trop réfléchir. Je suis absolument pas d'accord, Marion Lagardère. Et en cas d'insomnie, la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir un livre. Voilà, c'est ça que je vous dis. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça dépend du livre. Il y a des livres qui marchent, mais d'autres moins. Oui, non, mais pas forcément pour dormir, mais pour passer philo, du ça aide à temps dormir. intéressant. Ça dépend de laquelle. Et pas seulement de la philo.